Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 9 décembre, à l'université Jean Jaurès au Mirail, un petit groupe de zadistes occupe toujours la faculté et perturbe les cours malgré une majorité d'étudiants opposés au blocage de la fac. Visite en avant-première d'Aéroscopia, le musée aéronautique de Blagnac, qui ouvrira en janvier prochain. Enfin, le président de Médecins sans frontières était aujourd'hui à Toulouse. L'occasion de revenir sur les missions de l'association dans lesquelles certains Toulousains sont investis. Mais tout d'abord, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie locale et bien au-delà même. Le groupe pharmaceutique Pierre Fabre annonce la suppression de 550 emplois, dont 534 en France dans les activités recherche et développement, mais aussi commercialisation de sa branche pharmaceutique. Le troisième laboratoire pharmaceutique français emploie 10 000 personnes dans le monde, dont 6 500 en France. Dans la région, les effectifs de la recherche et développement de la branche pharmaceutique située à Toulouse-en-Copole, Castres et Gaillac seront touchés d'ici 2016. Le plan social vise à rééquilibrer les deux branches d'activité du groupe et à accélérer le développement à l'international de la branche dermo-cosmétique qui représente 55% de sa croissance. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Une cinquantaine d'étudiants de l'université Jean Jaurès au Mirail et des zadistes ont voté aujourd'hui un nouveau blocage de l'université jusqu'à mardi prochain. Ils protestent contre le manque de moyens dans la fac et contre les violences policières. Ce matin, ce même groupe a également interrompu la tenue du conseil d'administration de l'université qui devait voter le budget prévisionnel. Pourtant, un vote électronique avait été organisé par l'université tout le week-end pour décider du devenir de la mobilisation. Les étudiants s'étaient prononcés en majorité contre les jours de grève et contre le blocage de l'université comme moyen d'action. Je vous propose d'écouter le président de la faculté, Jean-Michel Binovès, au micro de Julie Girier-Difournier et Gilles Vidotto, un président très agacé par cette minorité qui perturbe la faculté. On dit très clairement ce matin, d'ailleurs, en conseil d'administration, ils rejettent la démocratie représentative, ils rejettent les élections et certains même rejettent l'État. Donc ils sont dans une logique qui est une logique de négation en fait de ce qu'est la démocratie telle que nous la pensons et la négation même de la République. Donc ils sont dans leur logique, mais c'est une logique qui est marginale au niveau du territoire. Le problème, c'est qu'ici, ils ont décidé que c'était à l'université de Toulouse 2 et sur le campus du Mirail en particulier que débutait l'insurrection. Nous ferons en sorte que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, on a des groupes extérieurs à l'université qui se sont installés sur le campus et sur le patio central de notre campus du Mirail pour porter des revendications qui sont tout à fait autres et pour proposer une forme de vie du campus qui sont tout à fait autres que ce pourquoi l'université est faite. 3 inculpés étaient jugés aujourd'hui au tribunal de grande instance de Toulouse suite aux manifestations des 1er et 8 novembre dernier contre le barrage de Sivens. Je vous rappelle que des incidents avaient eu lieu dans le centre-ville entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre et que plusieurs personnes avaient été arrêtées et condamnées. De lourdes condamnations selon le NPA, nouveau parti anticapitaliste, qui appelait aujourd'hui à un rassemblement de soutien aux condamnés et inculpés devant le tribunal. Un rassemblement qui n'a pas eu lieu. Aucun militant du NPA, aucun manifestant ne se sont déplacés. Jérôme Bollock. Il faut croire que le mouvement de soutien aux inculpés s'essouffle. En début d'après-midi, une vingtaine de policiers étaient bien là pour contenir les manifestants, mais ces derniers ne sont finalement jamais venus. Les 3 personnes interpellées au cours de manifestations non autorisées ont finalement écopé de 2 mois de prison avec sursis pour 2 d'entre eux. Le dernier a obtenu un report d'audience. On n'est pas là pour commenter les décisions de la justice, mais il faut appliquer avec une plus grande fermeté tout ce qui touche à des violences policières ou contre les gendarmes. Nous réclamons le rétablissement des peines planchées et le rétablissement aussi pour de la récidive parce que bon, pour nous, toucher un policier, c'est l'impunité totale pour les voyous et les délinquants. Au cours des récents procès suite aux violences perpétrées lors de manifestations contre la répression policière, 2 personnes ont été placées en détention provisoire et plusieurs peines de prison ferme sous formes aménagées ont été signifiées.
À un mois de son ouverture officielle au public, la grande halle du musée Aéroscopia a ouvert ses portes à la presse ce matin. 5000 mètres carrés d'exposition dédiés à l'histoire de l'aéronautique. À l'intérieur, des avions de légende. Et puis ce matin, 2 autres appareils mythiques sont arrivés sur le tarmac devant la grande halle. La Caravelle repeinte aux couleurs d'Air Inter et le Concorde Fox Charlie. Sophie Voinis et Alain Sorat étaient sur place. Il est sans doute celui qui incarne le plus la magie de l'aéronautique, racé et élégant, le Concorde numéro 9 ou Fox Charlie. Le dernier Concorde à avoir volé en France en juin 2003 a effectué ce matin son tout dernier stationnement sur le tarmac devant la halle du musée Aéroscopia sous un franc soleil et un froid sibérien. Derrière lui, la Caravelle, appareil tout aussi symbolique puisqu'elle marque les tout débuts de l'industrie aéronautique dans la Ville Rose. Cette Caravelle a été la dernière fabriquée à Toulouse sous les couleurs d'Air Inter et c'est pour ça que nous l'avons repeinte aux couleurs d'Air Inter. C'est effectivement un avion extraordinaire parce que c'est le début, le retour plutôt de l'industrie aéronautique après-guerre et c'est le premier avion, le premier jet commercial véritablement d'après-guerre. Les 2 appareils resteront à l'extérieur du musée, rejoints, on l'espère, au printemps 2015 par un A400M et clou du spectacle, l'A380 courant 2015 également. Ça, c'est pour l'extérieur, mais Aéroscopia, c'est avant tout une grande halle de 5000 mètres carrés qui fixe les racines d'un siècle d'histoire aéronautique à Toulouse. De De Voitine, Latécoère ou Mermoz à l'épopée d'Airbus, l'arbre généalogique de ce patrimoine figure d'ailleurs sur cette fresque. L'aboutissement de dizaines d'années de réflexion et de travail qui ne s'arrêtent pas là, puisque le projet initial portait sur 7000 mètres carrés et non 5000 aujourd'hui. L'extension est tout à fait possible, la localisation géographique le permet. Le projet initial, c'est vrai, était plus grand, mais les obligations budgétaires nous ont obligés à le revoir un peu à la baisse. On va demander aux Chinois une participation, par exemple. Et pourquoi pas? Ce ne serait pas une mauvaise idée, je pense. On va leur demander quelques preuve d'amour dans leur implication sur le territoire de Toulouse-Blagnac. Et je pense que ça peut participer avec le parc des expositions d'une implication, d'un investissement comme une signature d'intérêt régional. Oui, bien sûr. Et en attendant, Aéroscopia ouvrira finalement, après plusieurs reports de date, le 13 janvier prochain en public. Il deviendra alors la vitrine emblématique, ludique, pédagogique et interactive de tous les passionnés d'aviation. 110 000 visiteurs sont attendus sur la première année. Et le parrain d'Aéroscopia sera le Toulousain Jean Tirole, le prix Nobel de l'économie. La reconversion du site de Francazal continue. Le préfet Pascal Mayos a décidé de dédier une partie de l'ancienne base militaire au développement de la filière robotique et drone. Dès que le projet aura abouti, la procédure de cession sera lancée. Après 2 appels d'offres infructueux, dont le fameux projet de studio de cinéma américain, 2 parcelles sont en effet toujours en quête d'acquéreurs. Rappelons que la zone fera par ailleurs l'objet d'un investissement public de 10 millions d'euros sur 5 ans pour développer l'aviation d'affaires. La desserte de l'Oncopole par les transports publics, c'est une des réflexions engagées par la mairie de Toulouse. Un premier acte fondateur a été lancé depuis le 3 novembre dernier par la déviation des lignes de bus 11 et 52. Explication avec Jean-Marc Lucas. Une façon simple d'aller à l'Oncopole, sortir au métro Ampalo et prendre le bus. Avec l'ouverture de l'Institut universitaire du cancer, l'Oncopole fonctionne à plein. Il fallait donc accroître l'offre des transports, jugée jusqu'ici trop faible. On a réorganisé les bus 11 et 52 pour faire une desserte fréquente à 10 minutes. Et l'impact est majeur puisqu'on a fait progresser la ligne d'une année sur l'autre de 400%. L'enjeu, c'est que ce site, qui est un site public important, bénéficie d'une bonne desserte. Le but est de satisfaire aussi les 4000 salariés, en comprenant l'hôpital Marchand, qui viennent chaque jour, sans oublier les patients et leurs familles. Ce qui fait qu'on a mis une amplitude horaire assez forte, du grosso modo 6h du matin jusqu'à 21h30. Et puis surtout, on a prévu que le système marcherait samedi, dimanche, jour de fête, c'est-à-dire tous les jours de l'année, pour permettre une bonne desserte de ce lieu hospitalier. 4 arrêts sont situés à l'intérieur de l'Oncopole et les lignes desservent aussi les entreprises de la zone Thibault, sans oublier les sociétés Fabre et Sanofi. Elle profite, le rayonnement autour de la zone crée une sorte de grand quartier et ce grand quartier, nouveau grand quartier, finalement bénéficie aussi de ces transports. Les projets d'avenir, un axe Portet-Oncopole, soit en linéo, soit en site propre, et autrement un aérotram qui relierait les lignes A et B du métro en passant par l'Oncopole.
Le président de Médecins sans frontières France, Mégo Terzian, était aujourd'hui à Toulouse. Il est venu présenter l'expo photo à Bangui, le miroir de ghetto, le titre de l'exposition, à l'espace des diversités et de la laïcité. La Centrafrique reste toujours l'une des missions les plus importantes de MSF dans le monde, même si les volontaires sont largement mobilisés en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le virus Ebola. Ils sont d'ailleurs quelques-uns à Toulouse à s'y être investis. Marlène Canal. Sur ces 10 dernières années, l'antenne de Médecins sans frontières à Toulouse a été l'une des plus actives. Près de 200 volontaires de Toulouse et de la région Midi-Pyrénées sont partis sur 35 missions. Beaucoup de médecins et aussi des infirmiers et des logisticiens de la région partent presque tous les mois dans des missions différentes un peu partout dans le monde, notamment en Afrique de l'Ouest. Actuellement, 21 personnes qui viennent de votre région sont déployées en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'Ebola. Des collègues aussi qui viennent de Toulouse sont actuellement en République centrafricaine où il y a un conflit qui dure depuis au moins 1 an maintenant. Et on a aussi des collègues qui viennent de Toulouse et qui sont actuellement en mission en République démocratique de Congo. La lutte contre le virus Ebola reste la priorité et le besoin en ressources humaines est immense car les changements d'équipe s'effectuent toutes les 6 semaines. MSF est actuellement présent en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Rappelons qu'aujourd'hui l'épidémie est loin d'être sous contrôle. Notamment au Libéria, donc le système de santé est défaillant. Peu de personnel médical était disponible déjà avant l'épidémie parce que ce pays était affecté par la guerre dans les années 90 et début 2000. Donc du coup, beaucoup de personnels soignants avaient quitté leur pays. Avec l'épidémie d'Ebola, le Libéria avait été fortement affecté. Beaucoup du personnel sont morts, infirmiers, médecins libériens. Et du coup, Médecins sans frontières est obligé à déployer massivement du personnel. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, sur les 3 pays, près de 350 personnes qui viennent de l'étranger, notamment de la France, sont déployées et on a pu recruter également près de 3000 collègues ouest-africains pour pouvoir nous épauler. Avant le départ, tous les volontaires suivent une formation spécifique afin d'éviter la contamination sur le terrain. MSF France, c'est 27 000 personnels répartis dans 72 pays. Et si la Centrafrique et la guerre qui dure depuis plusieurs années restent la plus grosse mission, plus récemment, ce sont les Philippines qui ont largement mobilisé. Et on conclut cette édition avec le duo pop-rock toulousain Cats on Trees qui a reçu hier le trophée Virgin Radio Starter dans la catégorie Révélation Groupe francophone de l'année. Le groupe formé en 2007 par Nina Gurn à la voix et au piano et Johan Hennequin à la batterie s'est imposé dans le paysage musical français en 2013 avec son album éponyme et surtout son tube Siren's Call. Voilà. Félicitations donc à Cats on Trees. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.